me souviens une fois, on avait fait une collaboration avec une marque de sneakers qui s'appelle Natural Standard. On avait vendu 300 paires dans le week-end. 300 à l'époque, on faisait nous la logistique. Donc, tu vois, mais comment t'expédies concrètement 300 paires de sneakers ça? Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Papa, Maman, j'ai tout explosé et j'ai l'honneur d'accueillir Benoît, le fondateur de Bonne Gueule. Salut Benoît, Salut, ravi de t'avoir ici, merci de me recevoir. avec plaisir. Aujourd'hui on va aborder l'histoire de Bonne Gueule, le parcours de Benoît, les difficultés de passer d'un média à un e-commerce et les enjeux pour 2022. Est-ce que Benoît, tu peux rapidement nous rappeler ton parcours, peut-être les études que tu as suivies avant d'attaquer Bonne Gueule? Ah oui, effectivement, j'ai fait une première. Non, j'ai un bac S, option SVT, parce que j'aime bien aussi la biologie. Et après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation Ok, à Tours, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, j'ai fait une école de commerce qui était plutôt orientée télécom, qui s'appelait à l'époque INT Management. Maintenant, elle a changé de nom, je crois que c'est IMBTS ou IMT Business School. J'ai eu une année de césure dans une boîte de conseil chez une USS2I qui s'appelle Devoteam. Et après, j'ai fini mes études à HEC Montréal pendant un an et je suis rentré à Paris en 2012, mi-2012. Et c'est là que j'ai commencé à me mettre à plein temps sur Bonne Gueule. donc en parallèle de tes études, si je comprends bien, tu avais déjà Bonne Gueule, tu écrivais déjà des Ouais, articles de blog. en 2007, ouais, j'étais en DUT. Mais c'était vraiment, tu vois, il n'y avait pas vraiment de stratégie éditoriale. C'était vraiment, j'écrivais ce qui me passait par la tête, ce dont j'avais envie de partager, avec deux, trois potes aussi, hein, que je salue. Ouais, on écrit des articles quand on avait envie, c'était vraiment pour le plaisir. C'est plus un loisir qu'autre chose, hein. Il n'y avait pas du tout. Enfin, jamais j'aurais imaginé que j'en ferais mon activité, on va dire. Ouais, qui est d'ailleurs éloigné des études que tu as suivies, Bac S, Tech Deco, Ouais, c'est vrai, qui est effectivement. éloigné du textile. Ouais. Tu étais passionné par le textile et c'est pour ça que tu as commencé le blog, ou tu étais passionné d'écriture et tu t'es tourné vers le sujet du textile? Bah, un peu des deux en fait. C'est vrai que je me D'accord, suis aperçu que j'aimais. À l'époque, j'avais même un petit Skyblog avant et je me suis aperçu que l'écriture c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. ok, Ouais, donc et puis c'est vrai que j'avais aussi un goût croissant pour le vêtement qui s'est fait à partir, je dirais, du lycée. Tu vois, donc j'avais envie de comprendre le vêtement, de comprendre le tissu, et c'était une époque où il y avait très très peu d'infos en fait. ouais, Il y avait rien du tout. Donc il y avait cette idée de faire des recherches et de partager ce que j'avais appris au plus grand nombre. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et de voir que les articles étaient commentés, que les gens posaient des questions, moi, c'était immensément gratifiant. Ça me plaisait beaucoup, cette dimension de partage et de transmission. bien sûr. Tu essayais de créer en fait le centre de ressources que tu n'avais pas eu toi Exactement. de ton Voilà. côté. D'accord, Exactement. Je dis toujours, j'essaie d'écrire les articles que j'aurais aimé lire ou trouver. ok, c'est une très belle phrase. Ouais. Donc, tu as commencé à écrire par passion. Ouais. Est-ce que tu avais déjà une fibre entrepreneuriale et tu t'es dit que ça allait peut-être grossir? Pas du tout. Vraiment pas du tout, du tout, du tout. Moi, à l'époque, ouais, j'étais plutôt quelqu'un qui avait, je dirais, plutôt peur de voir les choses en grand parce que dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur. Et ça, cette aventure entrepreneuriale, je la dois quand même principalement à Geoffrey, mon associé que j'ai rencontré en 2012, qui lui avait vraiment cette passion de l'entrepreneuriat. D'accord. Moi, c'est venu un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que avant tout, je reste beaucoup plus passionné par le produit que par l'entrepreneuriat. Tu te souviens ce que tu voulais faire comme métier à la fin de tes études? Je me souviens surtout que je savais pas du tout ce que enfin, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans ma vie, tu vois. L'année de césure dans la boîte de conseil, ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas du tout pour moi, tu vois. Ouais, Je comprenais rien du tout à ce qui se passait. Enfin, vraiment, je me souviens, je crois que 2 semaines après que je suis arrivé dans cette boîte de conseil, il y a le Big Boss qui a fait une réunion où il a parlé de réorganisation. J'ai rien compris du tout. Mais vraiment, il parlait de force vive, d'expertise. Enfin, tu vois, vraiment le langage très conseil, hmm. qui devait être sûrement très pertinent et très intelligent, mais moi, je n'ai rien compris du tout. Et limite, je me suis dit, mais en fait, je suis quelqu'un de bête. Donc, ouais, c'était juste pas fait pour toi. Ah ouais, c'était clairement pas fait pour moi. Mais là, tu vois, je me suis dit, mais si je fais pas ça, je fais quoi en fait? Donc voilà, et c'est là où effectivement, Bonne Gueule, A été la suite logique voilà, c'était en la suite. rentrant. Ouais, voilà, et puis bon, c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé parfois dans d'autres interviews, mais on m'a posé un pacemaker en 2010. D'accord? Et c'est vrai que ça m'a un peu. C'est le genre d'événement qui te pousse aussi à faire ce que tu as envie de faire finalement. Bien sûr, ouais, Voilà. bien sûr. Sans rentrer tu vois, dans le discours un peu cliché de
croire en ses rêves, etc. Tous ces trucs-là qui sont en partie vrais d'ailleurs. Mais ouais, moi, je pense que sans Spacemaker, je ne sais pas s'il y aurait Bonne Gueule tel qu'il est aujourd'hui. D'accord, ok. Pour revenir sur la chronologie, tu me dis en 2012 quand tu rentres de Montréal, Oui, tu avais commencé Bonne Gueule donc en 2007, il me ouais, semble. tout à fait. Ça faisait 5 ans que tu écrivais par passion. Ouais. Quel a été le pivot? À quel moment tu t'es dit je vais en vivre? Et comment est-ce que tu vis d'un média au début du média, enfin au début, Ouais. 5 ans après? Alors en fait, on a commencé à le monétiser en 2011, donc juste avant que je parte à Montréal, où on a lancé un e-book, un PDF Ok, de 27 pages, non, à 27 euros, mais qui avait 200 pages. En fait, il y avait tous nos conseils, tu vois, correctement compilés, mis à jour, enrichis, etc. Et ce PDF, il a super bien marché, puisque en tout, il aura généré plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires. ah ouais, quand même. Ouais, alors sachant qu'à ce moment-là, on était deux avec Geoffrey, hein, donc Ouais, tu vois, sur 2 ans, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Et en parallèle, j'avais aussi lancé aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un MOOC, un cours en ligne, en fait, une formation en ligne, où je faisais des. C'était un peu où il y a une vingtaine de vidéos sur la chemise, le jean, la chaussure, comment choisir une chemise, une chaussure, etc. Enfin, vraiment, c'était assez pointu. Et pareil, là, je crois aussi que ce produit d'information, il aura généré 120 000 euros, 140, je crois. ce qui est une très belle somme pour un premier produit Ouais, 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 mais parce que tu vois, je récoltais les fruits de l'audience que j'avais construite pendant plusieurs années pendant auparavant. 5 ans. Ouais, Donc on a commencé à monétiser comme ça. Et puis après, en 2012, c'est Geoffrey qui a eu cette idée de faire des collaborations avec d'autres marques, donc sur d'autres vêtements. Et c'est vrai que c'était logique parce que nous, on avait une audience qui était très qualifiée, qui était sensible à nos produits, qui était sensible au fait de comprendre les produits qu'on sortait. Donc du coup, on a fait une collab avec une marque de jeans qui s'appelait Rensen, parce qu'aujourd'hui, la marque n'existe plus. Et effectivement, on avait, je crois, 150 jeans qui sont partis en quelques heures. Donc là, ça a ok. été un premier pas vers le produit physique, Ouais, donc vers le vêtement. Puis après, en 2013, on embauche un stagiaire, c'est un ancien de chez APC, Alexandre, qui nous a développé notre marque de vêtements propres. Donc en parallèle, on a continué, et d'ailleurs, on continue à faire des collaborations avec d'autres marques. Et ensuite, en février 2014, on lance notre marque de vêtements, donc avec une chemise, un jean et un t-shirt. ok. Et après 2015, ouverture de la première boutique à Paris. Après, il y a eu Lyon, Bordeaux, etc. Au lancement, le premier mois, c'est combien de chiffre d'affaires? Alors, je crois que quand on a lancé les trois vêtements, je crois que sur le premier mois, on a dû faire 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je crois qu'on était 4. Donc à cette Ouais. époque, vous étiez 4. Ou T'écrivais, non, peut-être un peu 5. Je crois qu'on était 5. ok. T'écrivais toujours les articles. Ouais, parce que j'adorais ça. Vraiment. Quel a été le point d'amorçage où tu t'es dit, je vais passer à un produit physique et je vais développer une gamme autour de ce produit physique? Tu aurais pu continuer sur du Ouais. produit digital, continuer à faire de la formation. Oui. Pourquoi est-ce que se tourner absolument vers du physique et passer sur une équipe qui va être plus importante, avoir la problématique de fournisseurs, de stock, etc. Mais parce que quand tu achètes un PDF, effectivement c'est cool parce que tu vois, il n'y a pas de stock, il y a une bonne marge, mais tu achètes un PDF, tu n'en achètes pas deux. Par contre, C'est quelqu'un, moins long terme. voilà, il peut acheter une chemise, il peut acheter un pantalon, il peut acheter tout ça. Donc il y avait ça, c'était plus logique. Mais surtout, moi, ça me plaisait vraiment beaucoup en vrai de proposer des vêtements après avoir passé des années à parler d'autres marques, d'autres marques, d'autres vêtements. Bah, enfin, que ce soit nous qui en proposions un, moi, ça me stimulait beaucoup en fait. Ouais, c'était la suite logique en fait du média. Ouais, il y avait à la fois des raisons assez rationnelles, très business, tu vois. Et il y avait aussi à la fois bah, ouais, une vraie envie de passionné, de enfin bah, proposer aussi un vêtement en tant que passionné. Ouais. Et pour revenir sur un chiffre intéressant, au moment où tu lances le produit physique, Oui. Bonne Gueule, c'est combien d'audience? Quel volume d'audience mensuel? Aïe, 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 il faudrait que je regarde sur. Une fourchette, une grosse fourchette. Je pense qu'on devait être, à mon avis, à peut-être moins d'1 million de visiteurs uniques par an, hein, il me semble. Ok. Ah, il faut vraiment que je revérifie tout ça. Tu lances les premiers produits, ça se passe bien. Ouais, Tu décides de partir sur une gamme de produits ouais, directement. une marque, ouais. Ok, quels sont les enjeux, quelles sont les premières problématiques auxquelles tu es confronté? Parce que tu passes de l'univers du média, Ouais, qui est une passion, ouais, à du e-commerce sourcé, où en fait c'est pas du tout ton métier ouais. d'origine. Ben, l'enjeu, c'est la production, principalement. C'est d'avoir des vêtements qui arrivent en temps, en heure, conformes, dans les bonnes quantités.
avec la qualité souhaitée, ça, c'était vraiment un long, long apprentissage. Apprentissage qui n'est d'ailleurs pas terminé. Donc, ouais, l'enjeu, ça a été, tu vois, enfin, très concrètement, je me souviens une fois, on avait fait une collaboration avec une marque de sneakers qui s'appelle Natural Standard. On avait vendu 300 paires dans le week-end. 300 et à l'époque, on faisait nous la logistique. Donc, tu vois, mais comment t'expédies concrètement 300 paires de sneakers, ça. Tu vois, quel colis il faut acheter et même, ne serait-ce que comment est-ce que tu amènes 300 paires, 300 colis de sneakers à la poste. À la poste, ouais. Voilà, donc en gros, on avait bloqué le carré pro de la poste. C'était assez. Et à un moment, ils nous ont dit non, attendez, on a trop de trucs, on peut plus du tout vous prendre vos colis, quoi. On est blindé. Donc, ouais, donc c'est devenir e-commerçant en fait. Hein. Donc, Ouais, bien sûr. installer un terminal de paiement, etc. Donc, il y avait vraiment cet enjeu à la fois de produit et de distribution finalement. Ok, donc tu découvres l'univers de la Ouais, production, tu découvres l'univers du e-commerce. exactement. Comment est-ce que tu mets en place une stratégie de croissance intéressante? Est-ce que tu continues sur de l'organique parce que c'est la ligne directrice de Bonne Gueule et on est sur du média? Ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres sources de trafic? Est-ce que tu vas faire du wholesale, par exemple? Alors, non, nous, effectivement, on voulait, la stratégie, c'était vraiment continuer à faire du bon contenu et à faire une acquisition plutôt organique. Ouais, Parce que c'est vrai que c'était une époque où on était d'ailleurs plutôt contre l'acquisition payante. ok. On voulait vraiment que les gens viennent. Mais je te parle de ça, c'était il y a presque 10 ans, tu vois. Hmm, C'était vraiment une autre époque. Et depuis, heureusement qu'on a évolué sur ces sujets-là. ouais, Donc, ouais, c'était vraiment continuer à faire du contenu, je pense, de qualité qui aide vraiment notre audience. Puis capter cette. Enfin, le média était un outil d'acquisition, tu vois. hmm, Un outil d'acquisition client. Parce que ouais, effectivement, on donnait beaucoup d'informations, on leur apprenait beaucoup de choses. Et donc, forcément, ces personnes-là, quand tu leur proposais ensuite un produit à vendre, elles étaient beaucoup plus réceptives. Parce qu'elles comprenaient beaucoup mieux la valeur du produit. ouais, bien Tu sûr. vois, un jean en toile japonaise, effectivement, c'est plus cher qu'un jean lambda, mais par contre, ces personnes-là savaient pourquoi c'était plus cher. Est-ce qu'elles avaient la value for money, enfin, en français, la valeur pour l'argent de ce genre de vêtements. Donc, ouais, ça a été vraiment une stratégie d'acquisition assez organique. Et je vois beaucoup aussi à Geoffrey, donc lui qui avait ce côté très entrepreneurial. De ce côté aussi, lui, il aimait beaucoup faire beaucoup de partenariats, rencontrer beaucoup de monde, faire beaucoup de networking à droite à gauche. Vraiment, il était vraiment à fond. Et tu vois, moi, ma philosophie, c'est que l'acquisition, c'est un peu des petits ruisseaux qui font des petites rivières qui, mis bout à bout, à la fin, ça fait un énorme fleuve. Ouais. Ça ne peut pas être plus vrai qu'avec Bonne Gueule, où on Ouais, part d'une passion et en fait on arrive sur un business model totalement différent du média. ouais. Et tu parles beaucoup de Geoffrey. Geoffrey, lui, sa composante, donc toi c'était la passion pour le vêtement, lui Ouais, le c'était plus produit. le côté entrepreneurial. Ouais, le côté bizdev, on dirait aujourd'hui. BizDev. Ouais, avec bizdev, un peu marketing aussi. Ouais, mais côté partenariat, tout ça, c'était lui. Qui reste donc de la croissance organique. Est-ce que vous Ouais. avez pensé à vendre Bonne Gueule chez des revendeurs, dans des Ah boutiques oui, partenaires? alors non, on voulait pas faire de wholesale parce qu'on voulait garder ce qu'on appelait un prix juste. Ok, C'est-à-dire que effectivement, alors depuis, là aussi, je pense que j'ai beaucoup plus mûri sur cette question-là parce que les revendeurs sont des gens qui font quand même un sacré boulot. Notamment là, on est à Bordeaux, il y a de très très belles boutiques aussi ouais, où je pense que voilà, les Bordelais sont bien contents de pouvoir aller dans des boutiques, essayer des marques un peu avec de la vraie singularité. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on voulait pas de revendeurs parce qu'on voulait, du coup, vu que tu n'as pas la marge de revendeur, tu peux vendre le vêtement moins cher. ouais, Donc, il y a un vêtement, je sais pas, moi, qui coûtait. Nous, une chemise qui coûtait 100 euros, ben, chez une marque classique, elle coûtait 200 euros parce que tu avais la marge revendeur à plus. hmm, Donc, ça nous permet d'ailleurs encore toujours de proposer, je pense, des vêtements avec une belle qualité au regard du prix. ouais. Parce que actuellement, si je me trompe pas, Bonne Gueule, c'est des boutiques en propre et Ouais, le online voilà, et uniquement. toujours pas de revendeur. Ok, est-ce que c'est quelque chose qui va venir dans le futur? On Est-ce que a tu dis que tu as mûri sur le sujet? Ouais, on a fait quelques tests, hein, tu vois, on a été au printemps, bon marché, mais c'est pas trop notre truc pour le moment. Ok, Voilà. Et après, tu vois, en business, je pense qu'il y a des certitudes et parfois il n'y a pas de certitude. Et là, en hmm, l'occurrence, je suis pas fermé en vrai par rapport à ça. Mais il faut qu'on trouve la bonne manière de le faire. ouais, ok. Là, combien de boutiques actuellement Bonne Gueule en France? Alors, on en a deux à Paris, donc une à Lyon, une à Bordeaux, une à Nantes, une à Rennes,
une à Lille, une à Strasbourg, et là on ouvre Toulouse. Donc on va en avoir 9. Ok. Pourquoi avoir choisi de faire des boutiques en propre et ne pas continuer uniquement sur du online? J'entends beaucoup que les boutiques sont des puits sans fond. Ouais. Ouais, alors moi je suis pas d'accord, et je pense qu'aujourd'hui, une marque digitale sans lieu physique, il lui manque un truc, vraiment. Ouais, Surtout sur l'événement, il y a toujours un moment, mais tu as besoin de. T'es content d'aller chez ta marque préférée, de voir l'événement, de le toucher, de, 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 de l'essayer. Enfin, vraiment, c'est. Ouais, moi, je suis super content les endroits où on a mis des boutiques, on s'est aperçu que ça augmentait le chiffre d'affaires global de la zone, en fait. ok. Donc, ouais, il y a un effet halo, il y a un effet un positionnement aussi. Il y a des remontées marché. Enfin, et puis on a des boutiques qui sont quand même plutôt bien rentables. Donc c'est un vrai, comment dire, en termes de business, ça a un vrai sens. Ok, donc ce n'est pas juste pour faire de la notoriété. Non, non, On non, est ah non, d'accord, non. il y a de la Ah rentabilité oui, ouais, derrière les ouais, boutiques ça marche physiques. plutôt bien. Ouais, ouais, je pense qu'à Paris notamment, on a notre première boutique dans le Marais qui était dans un emplacement vraiment pas très cher, où elle faisait un chiffre d'affaires par rapport à sa taille qui était vraiment important. Donc on avait une très très forte rentabilité au mètre carré. Ok, Ouais, ouais, donc non, non, on a bien passé le passage retail, je pense. Et pour moi, une marque digitale aujourd'hui, elle doit avoir un lieu physique. ouais, ok. Elle doit avoir un lieu incarné. Je pense que c'est la suite logique, hein. On parle beaucoup Ouais, de DNVB, mais de exact, plus en plus, on a besoin du wholesale, on a besoin d'avoir des boutiques en physique. exactement. Surtout que les leviers d'acquisition, alors toi, tu es beaucoup sur de l'organique, Ouais, donc c'est un peu différent, mais les leviers d'acquisition sont de plus en plus chers et les marques cherchent aussi à avoir des points de vente différents que du online exactement. unique. Ouais, ouais, tu l'as dit, l'acquisition payante aujourd'hui, c'est un peu la guerre, quoi. Ouais, tout à fait. Donc il faut des relais et la boutique. En plus, je pense que nous, quand un client entre en boutique et qu'il achète, on sait derrière, je pense, le fidéliser. Ouais. Donc tu vois, c'est une acquisition quasiment gratuite, on va dire. Un client qui achète en boutique va être plus susceptible de racheter en ligne après ou reviendra sur le point de vente initial. Alors c'est très très omnicanal. D'accord. Vraiment, il y a tous les cas. Tu as le mec qui vient en boutique et qui achète sur l'e-shop. Ouais, Tu as la personne qui a vu sur l'e-shop mais qui dit je veux d'abord essayer en boutique et qui l'achète. C'est vraiment, ouais, il y a pas de, c'est vrai, c'est le vrai omnicanal en fait, hein. ouais. C'est une stratégie gagnante pour le coup. Ouais, ouais, je pense. Ok. Bonne Gueule, ça a commencé avec des vêtements pour hommes. Oui, J'ai vu que tu avais lancé donc la gamme femme il y a oui, quelques temps déjà. ouais. Est-ce que c'est une gamme dont tu es content? Quels sont les objectifs sur 2022? Est-ce que c'est Euh, plus dur que de lancer de l'homme? alors, en cette gamme, on l'a créée parce qu'on avait beaucoup de demandes de la part des femmes, D'accord. justement, dans nos boutiques, où elles nous disaient, mais nous, où est-ce qu'on peut trouver ces vêtements avec des tissus italiens, des tissus japonais, des tissus français, avec l'explication qui va bien? Et moi, ma réponse a été de leur dire, bah, attendez, mais vous avez plein de marques pour femmes, vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a pas une qui correspond à ce que vous cherchez. Et à chaque fois, c'était non, non, mais nous, on veut vraiment, voilà, les tissus dont vous parlez, etc., on ne les trouve pas ailleurs. On n'arrive pas à les trouver ailleurs. Donc on s'est dit, bon, allez, on va leur faire une petite capsule voilà, pour au moins répondre à leurs demandes et après on sera tranquille. Donc en 2019, on avait lancé 200 jeans, 200 vestes et 200 chemises, vraiment pour tester. Et alors là, sold out en 15 minutes. J'ai fait, 15 minutes. ah ouais, c'était un truc de fou, 20 minutes. Je me souviens, j'étais à un mariage, j'étais invité à un mariage à ce moment-là et on logeait dans un petit mobil-home et je me souviens, je commence à mettre ma cravate. Enfin, Ouais, voilà, les ventes ouvrent. Je commence à mettre ma cravate, à mettre mes souliers et tout, à mettre ma veste. Et je reviens. Et là, je vois 90% du stock incroyable. qui est parti. Et mais au début, je pensais que c'était une erreur. Mais non, c'était vraiment, ça a eu un énorme carton. On avait déjà, je pense, un tiers de notre audience à peu près qui était féminine. Et donc on s'est dit, bon, ben, et c'est vrai qu'on a continué quand même à avoir beaucoup de demandes Ok. de la part des femmes. Donc on s'est dit, bon, ben, on va le faire. Et ouais, et la mode femme, c'est pas vrai que la mode homme. C'est un équilibre très compliqué pour moi en tant que dirigeant à trouver entre mes convictions de la mode homme qui peuvent et qui doivent s'appliquer pour la mode femme. Ouais, Et là où je dois me remettre en question et dire non, non, ça, ce qui a marché pour l'homme, ça va pas forcément marcher pour la femme. ouais. Pour moi, c'est vraiment le plus dur à gérer, savoir quand il faut écouter son cœur et quand il faut se dire attention, là, si je fais tout pareil, ça va pas marcher. Donc C'est plus compliqué. voilà, donc là, on la lance vraiment cette année, je dirais, mais comme on a eu, à cause du contexte, quelques petits soucis au niveau de certaines livraisons, de certaines productions, on a quelques pièces qui devaient sortir en avril qui finalement sortiront en mai, en juin, où là, c'est vraiment le gros qui va arriver. Au total,
La collection femmes, ça sera combien de pièces chez Bonne Gueule? Là, alors je peux donner un objectif de chiffre d'affaires, mais pour 2022, on vise à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur la femme. Ok. Ce qui Voilà. représente... En termes de pièces, il faudrait que j'ai mon petit Excel à côté. Non, non, c'est pas Et obligatoire. plusieurs centaines Ok, de ok. pièces. Donc c'est quand même un pari pour Bonne Gueule. Ouais, mais on y va. En vrai, on y va un petit peu en douceur, tu vois, comme on a fait pour l'homme. On sort une pièce, on teste un peu, on voit les retours, on en sort une autre. Ok. Ouais, non, et je suis très très content de ce qui va arriver pour la femme. Vraiment, c'est en termes de tissu, etc. C'est vraiment une offre que je trouve qui est assez singulière. Ouais. Et l'histoire est assez incroyable parce que tu pars d'une passion pour créer un média, pour passer sur du e-commerce où tu vends du produit pour hommes et là tu pars sur du produit pour femmes Ouais, qui n'est pas en fait l'ADN de Bonne Gueule. ouais. Quels ont été les plus gros challenges pour toi si tu avais 4 moments clés à identifier dans le développement De bonne gueule. de Bonne Gueule? Quel challenge? Ouais, Bah alors, effectivement, il y a eu la femme. Il fallait déjà convaincre l'équipe convaincre l'équipe en interne, tout simplement. il y en a qui y croyaient pas? Il y en avait qui avaient des doutes et honnêtement, je pense qu'avec Geoffrey, on aurait pu mieux s'y prendre, vraiment, sur ce sujet-là. On avait peur qu'effectivement, trop parler de ce projet de femme, ça défocus un peu les équipes. Et donc, du coup, on avait presque créé une sorte de tabou avec Geoffrey autour de ça. Enfin, la parole était un peu compliquée, était un peu crispée. Donc, il a fallu vraiment qu'on se remette en question et qu'on dise à l'équipe, franchement, alors on va faire de la femme, on est content de le faire et ça va être hyper intéressant. Donc, ouais, vraiment, faire atterrir le projet femme en interne, c'est un challenge. Ensuite, donc là, ça fait 1/4. Ensuite, 3 autres challenges. Ben, il y avait, je pense, on en a parlé un petit peu à midi, ben, comment en tant que passionné, ben, voilà, en tant que passionné, tu dois aussi step up et devenir un manager à peu près correct, un dirigeant à peu près correct. Et Ouais, bon, je pense que tu as vu que c'est un apprentissage qui est, pas- qui est intense, on va dire. ouais, tout à fait. Donc voilà, la posture du dirigeant, du chef d'entreprise, que moi je continue d'ailleurs beaucoup à travailler encore dessus. C'est vraiment pas encore un combat qui est gagné d'avance me concernant. Donc ça, il y avait le deuxième challenge. Il y a eu aussi, ouais, il y a eu quand même en hiver 2015, il y a eu un hiver très compliqué à l'automne 2015, on a eu un décès dans notre équipe. Ok, On a eu aussi, on avait lancé, c'est là où on a eu nos premiers échecs en sortie de produits. On avait lancé des costumes qui se sont écoulés beaucoup moins vite que prévu. ok, Donc ça a été très très compliqué. Enfin, mentalement, ça a été vraiment hyper intense. Ça a été très très compliqué. Mais c'est dans ces moments-là qu'on se construit énormément aussi. Donc voilà, ça a été je dirais, notre première crise de trésorerie, on va dire. ouais, Donc ouais, c'est ça. Où là, ben, j'étais un peu à mes limites. Et j'ai compris ce que c'était que d'être à ses limites Bon, ensuite, on a trouvé des solutions, on s'en est sorti, hein, heureusement. Mais c'est vrai que ça a été. J'avais jamais été autant fatigué de ma vie, en fait. Vraiment ouais, je sais pas, même là, je sais pas trop ce qui me faisait encore continuer à avancer, encore et encore. l'habitude peut-être, le quotidien. Ouais, l'habitude, le côté on se pose pas de questions, peut-être. Ouais, Ouais, ça a été vraiment une période vraiment hyper intense. Ouais. Et malheureusement, j'étais bien entouré et je décompressais beaucoup en voyant mes potes, etc. Donc ça, c'était le troisième. Et le quatrième, ah ben si, c'est toute la partie IT. ouais, Ouais, parce ouais, on avait besoin. Bon, moi, j'étais un peu moins impliqué dans ce projet-là, mais effectivement, on a mis en place un ERP ouais, qui s'est révélé être un désastre absolu. Donc du coup, on a dû en développer un autre juste après. ok, Donc ouais, ça a été très très compliqué ça. Le passage à l'ERP, ça a mis beaucoup de stress sur la boîte au ok. niveau des équipes parce que on nous a livré quelque chose qui n'était pas du tout conforme à ce qu'on attendait. Et du coup, ben, il a fallu pendant un an faire avec ce truc qui marchait pas super bien. Donc tu l'as quand même utilisé. Voilà, comme on a pu. Et après, on a développé donc du coup un autre ERP avec enfin, une autre technologie, une autre agence, etc. Et là, ça s'est super bien passé. Enfin, Ouais. là, on a un ERP qui tourne bien. Et je pense qu'il y a quelques marques qui nous l'envient, à mon avis. Ah oui, à Ouais, ce ouais, point-là? ouais, qui marche bien. On a vraiment beaucoup de données par rapport à ça. Et là, d'ailleurs, autre challenge un petit peu IT, c'est qu'on est en train de faire une refonte de nos plateformes parce qu'aujourd'hui, c'est tout le problème. Le média et l'e-shop sont sur deux sites séparés. Ouais, Le média, c'est bonnegueule.fr et l'e-shop, c'est shop.bonnegueule.fr. Et donc là, on est en train de sortir un site qui va les fusionner tous.
Enfin, qui va D'accord. fusionner les deux. Et les projets IT web, c'est loin d'être c'est loin d'être un long fleuve tranquille, on va dire. Ouais, c'est des Donc projets qui prennent du temps voilà. et ça se passe jamais comme prévu. Voilà, puis tu vois, et non, effectivement, et pour finir en challenge, bon, j'en ai dit plus de 4, mais il y a eu tout ce qui était lié au Covid, tu vois, toutes les productions qui sont arrivées en retard, les qui arrivent au dernier moment, les lancements qu'on a dû faire alors que la prod est arrivée tout juste en magasin, enfin, c'était vraiment galère ça. Comment tu gères justement avec l'arrivée du premier confinement, le suivi des commandes, l'équipe qui passe en télétravail? Je sais pas si tu faisais du télétravail Ouais, avant. nous, on en faisait déjà avant, donc alors le télétravail, ça n'a pas du tout été un problème. Ok, Tu vois, on avait Slack, on avait. ok, donc vous étiez déjà équipé. La Ouais, ouais, problématique était plus sur la livraison et la production en ouais, définitive. ben nous, tu vois, Jordan, qui un de nos. Enfin, maintenant, il a l'équipe marketing, mais avant, il était au pôle édito. Ben, à ce moment-là, il habitait déjà à Bordeaux, donc tu vois, on savait travailler à distance. Ouais, Et là-dessus, je pense que ça s'est à peu près bien passé, vraiment. Je pense qu'effectivement, pour certains collaborateurs, ça a dû être plus difficile parce que tu vois, ils habitent à Paris, dans des petites surfaces, donc ça les a mis à rude épreuve. Mais le passage au télétravail s'est bien passé. Non, ce qui a été galère, c'était l'audience du site qui a un peu décroché, c'était le chiffre d'affaires divisé par 4. l'audience a décroché. Ouais, ouais, Pourtant, ouais. les gens étaient quand même chez eux, Ouais. plus Mais en je pense ligne, qu'effectivement, la Netflix était plus. plus utilisé que le bonne gueule. Il y avait un espèce de trou noir Netflix où les gens ont eu du mal à en sortir, on va dire. Ok, Donc il y avait tous ces sujets-là. Ben, la partie éditoriale, dans un contexte où au premier confinement, personne ne savait ce qui se passait, enfin tout le monde se demandait mais c'est quoi ce truc? À quoi doit ressembler de l'éditorial chez Bonne Gueule dans ces moments-là? Ouais, il y avait tout ça, il y avait effectivement continuer à piloter la boîte à distance, les commandes du coup qui se sont mis sur poste pendant, je crois, que c'était 2 ou 3 semaines quand même. ouais, ce qui est un gros délai pour une boîte. Ouais, parce que ben, tout le monde arrêtait d'expédier en fait, parce qu'on ne savait pas trop à quel point c'était contagieux. Enfin, il y avait tout ça. Il y avait bon, la fermeture des boutiques qui a été très très dure, vraiment. Parce que nous, c'était quand même. On a une part vraiment non conséquente, enfin une part bien conséquente justement du chiffre d'affaires qui vient des boutiques. Et ouais, d'ailleurs, c'était trop mignon parce qu'on avait de conseillers en boutique qui sont assez proches de nos clients. Et parfois, certains clients leur amènent des petits cadeaux, des petits gâteaux, des petits cadeaux aussi. Et là, j'étais vraiment touché de voir qu'il y avait certains clients qui envoyaient des SMS à certains conseillers en leur demandant, bon, comment ça va de votre côté? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Donc, Ouais. ça a aussi permis de voir une solidarité, quoi. Donc c'est une vraie communauté bonne gueule. Ouais, et le premier confinement, ça a été effectivement, faut savoir que j'habite à 300 mètres de mes bureaux, donc je pouvais y aller tous les jours, ce qui, je pense, m'a beaucoup aidé. Et je me souviens, ces journées, quand même, en termes de volume horaire, c'était vraiment lourd quand même. Ouais, en termes de Ouais, stress aussi. ouais, j'arrivais à 10 heures et je me souviens, je partais quand j'entendais les gens qui applaudissaient donc vers 20 heures. Ok, Et ça recommençait en boucle comme ça tout le temps. Donc, dans des bureaux vides, etc. Bon, c'est un confinement aussi qui a eu certains points positifs, moi, sur mon plan personnel, mais c'est vrai que c'était une drôle d'ambiance quand même, ce truc-là. ouais. Depuis tout à l'heure, on parle des enjeux et enjeux rime un petit peu avec stress quand on est entrepreneur. Oui, Est-ce que tu as un tips ou quelque chose que tu as mis en place pour gérer ton stress? Ça fait quand même pas mal de oui, temps que tu entreprends. ouais, effectivement, j'en parle dans mon article bilan 2021 que je n'ai pas encore publié, mais que je compte y arriver là bientôt. Alors, moi, ma thèse personnelle, c'est que tu vois, je fais pas de miracle morning, de douche froide, de lever à 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à la mode La parfaite morning routine, c'est pas pour toi. La quoi? La parfaite morning routine, c'est pas pour Voilà, toi. ça, je fais pas. J'ai pas le zéro notification sur mon téléphone. Je fais pas de diète médiatique. Je fais pas tout ça, mais j'essaie plutôt de me concentrer sur les basiques, à savoir un sommeil de qualité, des relations de qualité, une alimentation de qualité, une activité sportive de qualité et des loisirs et des passions. Ok. En gros, d'avoir une bonne raison le soir de fermer ton ordinateur et de... De faire autre chose que travailler. Exactement. Voilà. Ok. Donc vraiment, moi, c'est plutôt ça. C'est vraiment plutôt de se lancer dans des trucs, de vraiment me concentrer vraiment là-dessus, de faire du sport tous les jours. Et je comprends pas comment il y a des gens qui font des boulots avec des fortes pressions, comment ils peuvent y arriver sans faire de sport. Ouais. Ça, c'est un truc, je dis, ces gens-là ont tout mon respect. Parce que sans sport, je pense que le sport m'a évité le burn-out, hein, très clairement. Ok. Donc ouais, le sport, essayer voilà, de correctement dormir, essayer de avoir une vie et une identité en dehors de son travail aussi. Avoir des potes, enfin tu vois, c'est tout bête quoi. Organiser des petits week-ends, des choses comme ça. Donc
des choses a priori très simples, mais que j'essaye de bien faire. Voilà, Hmm. manger correctement, quand même bien limiter sa consommation d'alcool. Enfin, tu vois, et c'est vraiment, voilà, on travaille sur ces piliers qui sont très simples, on essaye de bien le faire. Tu fais ça depuis le début? Non, Ou... clairement non. Non, au début, on est d'accord, tu as connu la période où je Ah, travaille mais 7 jours sur 7, 10 heures par jour. ouais, et puis surtout, tu vois, tu vois, je suis rentré à Paris en 2012, donc j'avais 24 ans. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de bouffer Paris, tu vois. Donc, Hmm. je sortais beaucoup, je profitais. Ben, ce qui me permettait aussi de beaucoup décompresser, tu vois. Ouais, Ouais, on avait tout le temps plein de dîners. Enfin, tu vois, c'était hyper intense. J'avais une vie sociale très, très intense. Et, ouais, mais là, ouais, on kiffait bien. On s'était play hard. Non, c'était work hard, play hard, comme dirait David Guetta. donc on peut avoir une belle boîte et quand Ouais, même sortir, faire la fête et oui, avoir une vie sociale. on peut. Et je pense que, bon, il y a une limite à trouver, mais je suis quand même toujours étonné du nombre d'entrepreneurs qui sont dans des situations difficiles et en fait qui savent pas vraiment ce qui leur fait ce qui leur font du bien, quoi. Hmm. C'est ce que j'appelle les masques à oxygène. Moi, tu vois, je sais ce qui me fait du bien quand je travaille quand je traverse une période difficile. Le sport, YouTube sur certains sujets, certaines photos de mes expériences avec des potes, etc. Tu vois, je sais comment prendre soin de moi, mais il y a des gens qui savent pas ça et du coup, forcément, ils n'ont pas de bonne raison de fermer leur ordinateur, donc ils se retrouvent à travailler. Mais c'est parce que tu vois, tu sais, comme moi, comme moi, tu sais que ça peut être infini. Ouais, Tu auras toujours un énième mail à traiter, un énième document à lire, un énième truc à préparer. Enfin, tu vois, c'est vraiment sans fin. ouais, bien Euh, sûr. donc, tu peux pas gagner contre ça. Donc, il y a un moment, il faut avoir une bonne raison pour se dire, stop, là, j'arrête parce que je vais, je sais pas quoi. Mais il faut avoir ce parce que. Ouais, en effet. Sinon, t'es foutu. Si t'as rien auquel te rattacher, en définitive, Et ouais, et si ton identité se résume à ton entreprise, bah alors là, y a un problème. t'es Ouais. vraiment foutu. Si t'es... Moi, c'est pour en discuter. C'est pour ça que moi, j'aime avoir des amis, certains qui se foutent complètement de ce que je fais, qui je pense qu'ils doivent pas trop comprendre même mon rôle. Tu vois, pour eux, je suis pas Benoît de bonne gueule, je suis Benoît tout court, Hmm. qui m'apprécie pour aller jouer au foot, pour faire du karting, enfin, pour jouer au billard, ou des trucs à la con comme ça, tu vois. Des trucs cool où on peut décompresser. Ouais, et qui me pose zéro question sur l'acquisition, sur la stratégie de la boîte, les recrutements en cours, tu vois, Ouais. ça c'est cool aussi. Donc, et pareil, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui ont pas cette vie hors Hmm. du... tu vois, c'est un peu comme un couple. Tu vois, je pense que dans un couple, si t'as pas une vie hors du couple, c'est mal barré. Ben, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si t'as pas une vie hors de l'entreprise, ben, c'est mal barré aussi. Ouais. C'est une très belle métaphore pour le coup. Et ouais, exactement. Mais ce qui est assez paradoxal, parce que tu as certains entrepreneurs, justement, qui ont du mal à avoir une vie de couple parce qu'ils ont une vie d'entreprise qui est trop présente. Donc, tu vois, enfin, Ouais, bien sûr. ça se nourrit. Mais tu vois, et surtout, le dernier truc, c'est que j'ai un ami, là, Alexis de Yaniro, qui m'a dit un truc, qui m'a dit les névroses du dirigeant seront les névroses de l'entreprise. Mhm. Et c'est là que tu comprends qu'en tant que dirigeant, ben, tu as quand même un devoir d'essayer d'être le meilleur humain possible. Ou Ouais. en tout cas, de travailler à l'être. Donc voilà, donc c'est important. Alors, je dis pas que je suis parfait, loin de là. Je pense que chez Bonne Gueule, je pense qu'il y a il y a plein de choses qu'on fait bien. Il y a aussi plein de choses qu'on pourrait beaucoup, beaucoup mieux faire. Mais au moins d'essayer d'être sur cette voie-là et d'y aller pas à pas, quoi. Toujours l'histoire d'être 1% meilleur chaque Ouais, jour. exactement. Enfin, voilà, l'intérêt composé. Ouais, ok. Exactement. Ça, j'y crois beaucoup. Dans la vie d'un entrepreneur, il n'y a pas que du stress, il y a Ouais, aussi des beaux moments. ouais. Si tu avais un beau moment pour Bonne Gueule qui te reste en mémoire, ça serait lequel? Alors, il y en a un qui m'a beaucoup marqué. C'est arrivé qu'une seule fois. Alors, c'était à l'époque où on faisait pas mal de soirées au bureau, donc quand on avait nos bureaux dans le sentier. Et là, je sais pas pourquoi, je crois que c'était en juillet, je me souviens plus, et je crois qu'on n'avait pas vraiment d'occasion particulière, mais on fait une soirée qui se passe bien. Et alors, d'un coup, je sais pas ce qui leur est arrivé, à l'équipe de l'époque nous a offert un cadeau, à moi et Geoffrey, pour nous remercier. Je sais plus pourquoi ils voulaient nous remercier, en disant, mais je crois qu'il n'y avait pas d'occasion particulière, mais c'était vraiment nous remercier, voilà, de ce qu'on avait fait, etc. Et il nous avait fait un beau discours. Je crois que Geoffrey, il avait même pleuré. Et il nous avait offert des enceintes. C'est vraiment tout con, mais moi, je m'y attendais pas du tout. Tu vois, je sais pas, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Ouais,
spontanément que l'équipe offre un cadeau Ouais. à ses deux patrons. Ah ouais, ça m'avait vraiment, ça j'en garderai un souvenir vraiment, vraiment ému. Ok. De- C'est là que tu te dis que tu as monté une belle équipe et une belle boîte et Ouais, que alors les gens depuis, s'en ça c'est souviennent. plus jamais arrivé malheureusement. Ça veut pas dire qu'on n'a pas une bonne équipe, mais ouais, donc ouais, ça c'était un beau souvenir. Puis surtout, bon, moi, ce que j'ai vraiment, il y avait le voyage au Japon aussi qu'on a Ouais, fait, on a fait une web série d'ailleurs sur notre. tout à fait. Que j'ai suivi d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était, pour moi, moi, c'était un de mes fantasmes d'aller au Japon, tu vois, parce que ça fait très très longtemps que ce pays me fascine, hein, depuis que je suis vraiment tout petit. Et vraiment, d'aller au Japon, de voir nos fournisseurs, de voir Tokyo, c'était incroyable. C'était épuisant, c'était un voyage qui m'a vraiment épuisé, mais c'était absolument génial. C'était vraiment un rêve qui se réalisait. C'est un rêve juste pour trouver des fournisseurs. C'était du coup ben, pour visiter nos fournisseurs, pour en trouver, puis pour voir Tokyo, les tendances, etc. Donc il y avait un peu tout ça. C'était une pierre deux coups, en Voilà, et définitive. puis tourner du contenu, enfin tu vois, il y avait Ouais. essayer d'en faire un contenu, donc il y avait un peu tout ça. Mais c'était épuisant par contre, hein. C'était 12 jours, c'était vraiment hyper intense. Bon, c'est pas grave, la vie d'entrepreneur est épuisante. De temps en temps. Ouais. Tu parles de contenu. Est-ce que le contenu est toujours le pilier de Bonne Gueule? Il y a toujours autant d'articles. Il y a aussi des vidéos maintenant sur YouTube. Ouais, on a une chaîne YouTube, on a un podcast, etc. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens qui passent par nos contenus Ouais. convertissent mieux sur notre e-shop et sont beaucoup plus fidèles quand même. Parce qu'il y a de l'éducation justement en amont. Exactement, exactement. Ok. Donc voilà, mais là pareil, je pense qu'en 2022, on est un peu à la croisée des chemins parce que ça fait depuis... les contenus existent depuis 15 ans et je pense qu'au bout de 15 ans, il est temps un peu de se dire aujourd'hui en 2022, et parce que Bonne Gueule maintenant est devenue une vraie marque, je pense, légitime à part entière, à quoi doit ressembler la ligne éditoriale de Bonne Gueule en 2022, tu vois. Donc on est en pleine réflexion par rapport à tout ça. Ok. Face à tous ces nouveaux usages qui se sont développés sur les réseaux sociaux, enfin, D'ailleurs, tu parles de nouveaux usages. Ça me fait penser à TikTok, oui, nouveau réseau social phare. oui. Est-ce que c'est un réseau qui attire Bonne Gueule? Alors pour le moment, on n'y est pas. Je sais que Florian, qui est donc notre nouveau directeur marketing, y songe. Ok. Donc je te dirais, je sais pas. Ok. Mais en tout cas, moi je leur ai dit, Tu n'es pas fermé à l'idée en tout cas. désormais, voilà, la porte elle est ouverte pour en discuter. Ouais. Ok. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, c'est important sur certains sujets de ne pas rester arc-bouté Toujours voilà. être flexible et essayer d'innover un petit peu. Exactement. Ouais. Il y a Ok. des choses où je suis complètement OK pour en discuter et TikTok en fait partie. D'accord. Ok. Donc on verra peut-être Bonne Gueule d'ici quelques mois sur TikTok. Peut-être, Peut-être. on va voir. J'ai vu que certaines autres marques y sont et c'est pas mal ce qu'elles font. Tu vois, il y a peut-être moyen qu'on fasse un truc. Là, on fait de plus en plus de vidéos sur Instagram aussi. Ouais. Donc, à voir. Ok. Intéressant. On arrive sur les questions de fin. Oui. Quel a été le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies reçu? Ah ben alors, ça, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai toujours du mal. Mais c'est les meilleurs conseils que tu reçois, souvent, c'est les conseils les plus bateaux en vrai. Ok. Ouais, c'est vraiment quand on. Tu vois, moi, je crois que c'était juste de bien s'entourer. Ouais. Parce que Tu crois au fait qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent? il y a ça, ouais, je crois beaucoup que ton bonheur dépend énormément de la qualité de tes relations, qu'elles soient professionnelles, sociales, amicales, sentimentales, amoureuses, tout ce que tu veux. Je crois, ouais, donc effectivement, nous, j'estime on a toujours été vraiment hyper soutenus de la part de notre communauté, de la part de nos mentors, de la part de nos investisseurs, de la part de nos collaborateurs. Donc pour moi, le côté bien s'entourer, ça paraît, je pense, hyper bateau, mais on en discutait ce midi, le fait de quand même, ne serait-ce que d'appeler ses concurrents, de les voir et de passer un bon Ouais. moment avec eux, c'est déjà un step que tous les entrepreneurs ne sont pas prêts à faire. Hmm. Donc, et pourtant, voilà, moi je me souviens une fois, j'avais pris un petit déjeuner avec deux, trois entrepreneurs, avec un ancien PDG de Nokia France. Il nous avait donné deux conseils. Le premier, c'était toujours être hyper poli et correct avec tout le monde. Et le deuxième, c'était partager la valeur, bien s'entourer. Ok. Donc voilà, et c'est vrai que ça m'est toujours en tête. Donc vraiment, ouais, le fait de vraiment bien s'entourer, mais ça suppose aussi plein de trucs, parce que bien s'entourer, c'est-à-dire mais concrètement, c'est quelle est ma politique de recrutement? Comment je fais pour bien s'entourer? Comment je fais pour trouver des bons coachs? Comment je fais pour que ce que je perçois comme mes concurrents, finalement, deviennent un entourage sain? Donc tu vois, ça regroupe plein de choses derrière cette phrase. Ouais, donc c'est pas juste tes proches, mais c'est Ouais. aussi s'entourer de manière business. Ouais, moi je crois pas à l'entrepreneur solitaire, tu vois, qui a son drapeau, qui part tout seul à l'assaut
du marché, le côté, tu sais, la figure vraiment du mal alpha qui surmonte tout seul. Moi, j'y crois pas trop à ça. Non, il y a de la place pour tout le monde de toute façon. Le soleil brille pour tout le monde, comme diraient nos fournisseurs. Hein. C'est une très belle phrase. Ouais. Autre question, quels sont les 3 outils que tu utilises le plus dans la gestion de Bonne Gueule? Alors, on a parlé à midi, mais bon, Spendesk, qui est un outil pour gérer les notes de frais, qui est très pratique. Bon, ensuite, tu vois, on a Slack, que je pense que vous avez aussi, Ouais, tout à qui fait. est un outil de messagerie d'entreprise qui marche très bien. On a Notion, qui est un outil pour gérer une base de connaissances, finalement, Ouais. pour gérer tous les documents, les process, les machins. Moi, j'ai un client mail que j'aime beaucoup, qui est un peu cher, qui s'appelle Superhuman. C'est 30 $ par mois, mais qui me permet moi, je suis quelqu'un, j'aime pas traiter mes mails. Vraiment, c'est un truc relou. Et Superhuman, je prends à peu près du plaisir à le faire parce qu'il est vraiment hyper optimisé. Enfin, Ça te permet de gagner du temps? Ouais, clairement. Ouais, tout se fait au clavier. Enfin, c'est un bonheur. Ok. Tu as même un raccourci clavier pour te désabonner des newsletters. Ok. Quand tu ouvres l'email, tu veux te désabonner, tu as juste un raccourci clavier à faire. J'irai voir après le podcast alors. Ouais. Donc ça, c'est un chouette outil. Qu'est-ce que j'utilise encore? Ouais, WordPress, évidemment. Bon, maintenant, ça a changé parce qu'on va changer de plateforme. Mais je dirais, voilà, Slack, Notion, Superhuman et Spendesk pour les notes de frais. Ok. Notion, c'est l'outil qui revient le plus depuis un an. Ouais. On entend parler partout. Ouais, il y a ClickUp, il paraît qu'il est pas mal aussi, mais je connais pas très bien. Ok, je connaissais pas non plus. Ouais. Quel est l'objet qui symbolise le plus Bonne Gueule pour toi? Ah, Tu l'as amené? J'ai apporté un... Oui, Alors je le découvre en live, je n'ai pas été spoilé. je sors mon petit sac à dos. J'ai une passion pour les sacs à dos. Hein. Donc, je l'ouvre. C'est un peu bateau, mais bon, je ne m'aurais pas apporté autre chose. C'est hop, notre chemise en chambré japonais. Ok. Pourquoi? Parce que je trouve que dedans, ça résume bien Bonne Gueule, parce que tu vois, le chambré, c'est un tissu que j'aime beaucoup. De loin, tu as l'impression que c'est une chemise bleue. Ouais. Mais quand tu vas plus près, tu t'aperçois que le tissu il a quelque chose de particulier, c'est un tissu japonais. Il y a cette notion il y a plein de choses qu'on peut raconter sur cette chemise, parce que les Japonais, ils ont une notion, ils aiment bien qui s'appelle le wabi-sabi, c'est cette notion de beauté imparfaite. C'est-à-dire que les tissus japonais ont beaucoup de grains, d'irrégularités, parce qu'ils font ça sur des vieilles chemises. Et ça permet vraiment d'avoir un tissu qui est beaucoup moins homogène que les tissus européens, qui a une âme, qui a beaucoup de grains. Et voilà, et c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai vu d'ailleurs les machines sur lesquelles ce tissu était tissé au Japon. Et ouais, il a vraiment une aspérité. J'aime bien cette philosophie de se dire que c'est dans l'aspérité, l'irrégularité, c'est là où se trouve la beauté des choses, tu vois. Ok. Donc, ouais, mais c'est un peu proche d'un art japonais qui s'appelle le kintsugi, où tu sais, la vaisselle qui est cassée, tu Ouais, la tout à fait. recolles avec des feuilles d'or, Tout à fait. où la cicatrice devient ce qui fait ce qui rend l'objet beau. Qui est beaucoup aussi vendu maintenant en déco, reproduit par des grandes chaînes. Exactement, voilà. Et sachant que moi, en plus, avec mon pacemaker, j'ai une grosse cicatrice, t'imagines bien que ça me parle encore plus. Voilà, et puis tu vois, là, tu as des boutons en bois. Donc voilà, c'est une chemise qui, a priori, c'est une chemise bleue. Et c'est pas que ça non plus. Et Ouais. je trouvais que voilà, ce tissu japonais, légèrement irrégulier, qui a toute une histoire, qui est très agréable à porter, les boutons d'olivier, tout ça, je trouvais que ça correspondait bien à la philosophie de Bonne Gueule dans ce événement très quotidien, mais avec toujours ce petit quelque chose à raconter, sa petite histoire au niveau du tissu, cette aspérité. Ouais, donc c'est plus qu'une chemise, c'est une histoire à travers le vêtement. Voilà, exactement. Ok. Merci beaucoup Benoît d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Comme d'habitude, j'espère que ce contenu vous a plu. Vous nous retrouvez chaque semaine avec un invité entrepreneur de façon à échanger sur les tips, les enjeux et l'aventure entrepreneuriale. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao.